Pourquoi certaines des personnes les plus intelligentes sont aussi les plus silencieuses? Pourquoi, dans un monde où tout le monde parle, publie, partage, commente, certains préfèrent observer en silence, presque comme s'ils étaient ailleurs, étrangers à l'agitation? Est-ce de la timidité? De la froideur? Ou est-ce quelque chose de plus profond? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur d'une vérité dérangeante, explorée depuis longtemps par les philosophes et les psychologues, et plus particulièrement par un penseur qui n'a jamais craint de déranger. Friedrich Nietzsche. Quel est le lien entre intelligence, silence et introspection profonde? Pourquoi ceux qui pensent le plus parlent souvent le moins? Et surtout, que révèle ce silence sur leur rapport au monde, aux autres et à eux-mêmes? À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi le silence n'est pas un manque, mais parfois la marque d'une puissance intérieure, d'une lucidité radicale et même d'un mépris lucide envers le bruit de la médiocrité. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les personnes intelligentes ne cherchent pas systématiquement à briller en parlant. Elles brillent en comprenant, en observant, en décodant, en lisant entre les lignes. Des études modernes en psychologie ont révélé un lien fascinant entre l'intelligence émotionnelle et la tendance à parler moins. Les individus les plus conscients de leurs émotions et de celles des autres sont souvent ceux qui savent aller se taire au bon moment. Ils n'ont pas besoin de combler le vide. Ils savent que le silence n'est pas une absence, mais une présence concentrée. Le silence devient alors une stratégie cognitive. Il permet d'analyser une situation avant d'intervenir, de voir ce que les autres ne voient pas, justement parce qu'ils parlent trop vite, trop souvent. C'est un processus qui repose sur la réflexion profonde, penser avant d'agir, comprendre avant de juger, ressentir avant de répondre. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise intérieure, et l'histoire elle-même en témoigne. Prenons Isaac Newton, l'un des esprits les plus puissants de l'humanité. Extrêmement réservé, voire taciturne, il passait des jours entiers enfermé dans son bureau, absorbé dans ses pensées. Il parlait peu, mais ce qu'il disait changeait la physique pour toujours. Ou Albert Einstein, souvent décrit comme doux, calme, presque distant dans ses interactions sociales. Et pourtant, son esprit parcourait l'univers tout entier, loin au-delà des bavardages du quotidien. Le silence, chez ces figures, n'était pas une barrière. C'était un laboratoire intérieur, un espace sacré où la pensée pouvait se déployer, librement. Alors non, les personnes silencieuses ne sont pas forcément timides ou désintéressées. Elles sont parfois simplement occupées à penser des choses que d'autres ne peuvent même pas concevoir. Celui qui ne sait pas se taire ne sait pas parler. Cette phrase de Nietzsche est plus qu'un aphorisme. C'est une gifle adressée à une société qui confond parler avec penser et bruit avec vérité. Nietzsche voyait déjà, au XIXe siècle, l'émergence d'un monde où les mots seraient galvaudés, où parler deviendrait un réflexe, un divertissement, voire une fuite. Pour lui, le bavardage était une forme de superficialité mentale, une manière pour les esprits faibles d'éviter l'effort de la pensée en se noyant dans des flots de paroles vides. Il écrivait dans Ainsi parlait Zarathustra. Dans le bavardage, tout finit par s'évaporer. La pensée, la profondeur, la vérité. Nietzsche ne méprisait pas la parole elle-même. Il méprisait la parole sans substance, celle qui meuble, qui séduit, qui masque le vide intérieur. Il comprenait que plus une idée est profonde, plus elle a besoin de silence pour exister. Car le silence, pour Nietzsche, n'est pas un vide, c'est une tension pleine. Un espace chargé de sens, un lieu où la vérité peut surgir, non pas dans le tumulte, mais dans la retenue. Dans un monde saturé de discours, Nietzsche nous invite à un contre-mouvement, celui de l'intensité silencieuse. Parfois, le plus grand courage n'est pas de parler, mais de se taire face au bruit du monde. De ne pas répondre, de résister à l'appel constant de l'opinion facile. Et dans ce silence, quelque chose de rare se forme, une pensée authentique, non corrompue par le besoin de plaire, de convaincre ou de paraître intelligent. C'est ça, le paradoxe nietzschéen. Plus vous êtes proche de la vérité, moins vous ressentez le besoin de la dire. La parole est un outil, mais comme tout outil, mal utilisé, elle peut devenir une arme ou une perte de temps. Parler, c'est s'exposer, c'est entrer dans le jeu social, un jeu de masques, de malentendus, de manipulation. Et ce jeu,
les esprits les plus lucides préfèrent souvent ne pas y jouer. Pourquoi? Parce qu'ils voient au-delà des apparences. Ils comprennent que dans bien des cas, parler ne sert pas à faire avancer la vérité, mais à défendre un ego, gagner une position ou éviter un malaise. Dans ce contexte, le silence devient une stratégie, une façon d'économiser l'énergie mentale. Car débattre avec des esprits fermés, argumenter face à des émotions ou expliquer à ceux qui ne veulent pas comprendre, c'est comme verser de l'eau dans un récipient percé. Alors, les individus vraiment intelligents choisissent leurs mots comme on choisirait ses armes, avec parcimonie, précision et parfois pas du tout. Nietzsche aurait dit « Ne te bats pas contre des porcs, tu y perds ton temps et eux y prennent plaisir. » Ce n'est pas du mépris, c'est du discernement. Les esprits supérieurs comprennent que chaque interaction mentale a un coût et que certaines conversations n'apportent rien, sauf de la confusion. D'où cette règle silencieuse qu'ils appliquent sans même y penser. Parle seulement si ce que tu as à dire vaut plus que ton silence. C'est une forme de discipline mentale, un refus de gaspiller ses pensées dans le vacarme, une manière de rester maître de soi pendant que les autres s'agitent, argumentent, s'épuisent. Et pendant ce temps-là, ils observent, ils apprennent et surtout, ils pensent. Penser profondément, c'est souvent s'éloigner involontairement des autres. Ce n'est pas un choix conscient au départ, c'est une conséquence. Plus un individu réfléchit, plus il perçoit les failles du langage courant, la superficialité des échanges, le caractère mécanique des routines sociales. Et peu à peu, il commence à se sentir étranger dans son propre monde. Ce phénomène, Nietzsche l'avait parfaitement compris. Il parlait du libre penseur, de celui qui ose penser au-delà des normes, des dogmes, des évidences partagées. Mais ce penseur libre est souvent seul. Et à un niveau plus radical, Nietzsche évoque la figure du surhomme, un être qui transcende la morale commune, qui se libère des illusions collectives et qui finit par vivre en marge de la masse, non pas par arrogance, mais par lucidité. Il ne rejette pas le monde, mais il constate que la parole sociale n'est pas conçue pour ce qu'il porte en lui, des pensées complexes, subversives, souvent incommunicables sans être déformées. Comment exprimer une idée profonde dans un monde qui ne supporte que des opinions rapides? Comment parler d'éthique, de sens, de solitude ou de mort, quand tout autour ne parle que de statut, d'argent ou de distraction? Alors ces esprits supérieurs choisissent le silence, ou plutôt, ils se réfugient en lui. Non pas par misanthropie, mais parce qu'ils n'ont pas trouvé d'espace où leur pensée peut exister sans être diluée. C'est ce que Nietzsche appelait la grande solitude. Tu fuiras les hommes, et tu trouveras le silence. Et dans ce silence, tu te rencontreras toi-même. L'aliénation, ici, n'est pas une malédiction. C'est parfois le prix à payer pour rester fidèle à sa propre pensée, à son propre regard sur le monde. Et paradoxalement, c'est dans cette solitude que naît une forme de force intérieure, inaccessible à ceux qui ont toujours vécu dans le bruit rassurant de la foule. Dans une société fondée sur le bavardage permanent, le simple fait de se taire devient un acte de rébellion. Quand tout le monde parle, poster, commenter, s'afficher devient une norme. Alors, refuser de participer au vacarme n'est plus vu comme de la réserve, mais comme une menace. Pourquoi ton silence dérange-t-il autant? Parce qu'il met les autres face à eux-mêmes, face à leur besoin d'être validés, entendus, approuvés. Ton silence ne dit rien, et pourtant, il dit tout. Il révèle l'agitation, l'insécurité, le besoin d'attention qui anime tant de relations humaines. Nietzsche l'avait perçu bien avant l'ère numérique. Pour lui, le silence n'était pas un vide, mais une forme de puissance intérieure, une affirmation de soi sans justification. Ce que l'on fait par silence est souvent plus fort que 1000 mots. Dans un monde où l'on te pousse à avoir une opinion sur tout, à réagir, à débattre, à crier plus fort pour exister, garder le silence devient un acte profondément subversif. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une façon de dire « je n'ai pas besoin d'être vu pour exister, je n'ai pas besoin de parler pour penser, je suis là, entier, dans le silence ». Alors, que retenir de tout cela? Nous avons exploré comment le silence, loin d'être un signe de faiblesse sociale, peut au contraire révéler une puissance intérieure. Comment il est souvent le choix, conscient ou instinctif, de ceux qui pensent trop pour parler pour ne rien dire. Nous avons vu que l'intelligence ne s'exprime pas toujours par le verbe,
mais par l'observation, la réflexion, la retenue, que Nietzsche, déjà à son époque, dénonçait la parole vide, le bavardage comme symptôme d'une pensée pauvre, d'une société superficielle, et que ceux qui osent se taire dans un monde qui hurle sont parfois les plus libres de tous. Il est temps de réhabiliter le silence, de le voir non comme un vide à remplir, mais comme un espace de lucidité, un territoire mental où l'on pense avant de parler, où l'on comprend avant de répondre. Et vous, justement, parlez-vous pour comprendre ou pour être entendu? Préférez-vous briller ou voir clair? Le vrai pouvoir n'est peut-être pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous choisissez de ne pas dire.